Le visa Schengen. Ah, rien que d'entendre ces mots, ça peut faire supirer. Pour beaucoup, c'est un vrai parcours du combattant, un processus qui semble super complexe et, soyons honnêtes, souvent assez décourageant. Et cette fameuse réponse refusée, ça vous dit quelque chose? Si vous en avez marre de voir vos demandes rejetées les unes après les autres, au point de vouloir tout laisser tomber, eh bien sachez que vous n'êtes absolument pas seul. C'est une frustration que des milliers de personnes partagent. Mais justement, c'est pour ça qu'on est là aujourd'hui. On va décortiquer ça ensemble, pas à pas. L'objectif, comprendre les secrets, les astuces qui marchent vraiment pour monter un dossier qui, cette fois, passera la rampe. Allez, on s'y met! Alors voilà le plan. D'abord, on va regarder pourquoi ça coince, les fameux motifs de refus. Ensuite, on verra à quoi ressemble le dossier parfait, celui qui met toutes les chances de son côté. Et pour finir, on passera en revue quelques astuces stratégiques qui peuvent vraiment faire la différence. C'est parti ? Bon, première étape, on enfile notre casquette de détective. Pour résoudre un problème, il faut d'abord comprendre d'où il vient, n'est-ce pas? Alors, avant même de penser à monter un dossier, on va analyser les raisons les plus courantes qui mènent à un refus. C'est la base de tout. Alors, un des motifs les plus directs, et on va pas se mentir, les plus sérieux. Le danger pour la sécurité. Ça peut être un casier judiciaire ou un signalement dans le fameux système d'information Schengen, le SIS. Là, si les autorités ont le moindre doute, la discussion est close. C'est un non catégorique. Ensuite, un truc qui peut paraître évident, mais qui est une cause de refus hyper fréquente, le passeport. S'il est abîmé, considéré comme un faux, ou tout simplement si sa date de validité n'est pas suffisante, eh bien la demande s'arrête net, pas la peine d'aller plus loin. Ah, là on touche à l'erreur numéro 1, la plus classique, les justificatifs. Soit il en manque, tout simplement, soit, et c'est là que ça devient subtil, ils sont incohérents. L'exemple typique, demander un visa pour du tourisme, mais fournir une attestation d'accueil pour une visite familiale. Pour l'administration, ça ne colle pas, et c'est un drapeau rouge immédiat. Et dans la même veine, il y a les documents qui sont là, mais qui ne sont pas valables. Attention, c'est un piège. Une réservation d'hôtel bidon faite juste pour le dossier et annulée derrière, il le voit. Un certificat de mariage qui n'est pas traduit par un traducteur assermenté, pareil. Chaque document doit être authentique et conforme, c'est non négociable. L'argent, bien sûr, c'est le nerf de la guerre. Le consulat veut être certain que le demandeur a les moyens de financer son séjour du début à la fin. Si les relevés de compte montrent des fonds un peu justes ou pas assez pour couvrir l'hôtel, la nourriture, les transports, c'est un motif de refus très courant. Et oui, l'historique de voyage, ça compte énormément. Si par le passé, une personne a eu un visa Schengen et n'a pas respecté les règles, par exemple en dépassant la durée de séjour autorisée, ça laisse une trace. Et cette trace, elle pèse très très lourd sur toutes les demandes futures. Bon, je sais, en entendant tout ça, on peut se dire que c'est une mission impossible. Ça fait un peu peur, cette liste. Mais la bonne nouvelle, la vraie bonne nouvelle, c'est que toutes ces erreurs peuvent être évitées. Il suffit d'avoir la bonne approche. Alors la question c'est comment on fait ? Allez, fini de parler des problèmes, passons aux solutions. On va maintenant voir comment on construit ce fameux dossier en béton. Le genre de dossier qui est tellement clair, tellement solide, qu'il ne laisse aucune place à l'interprétation ou au doute. En fait, c'est assez simple, ça tient en 3 points clés. D'abord, une chose basique mais vitale, vérifier son passeport sous toutes les coutures. Deuxièmement, préparer chaque justificatif demandé, sans exception. Et troisièmement, le plus important, s'assurer que tout ça raconte une histoire cohérente. Voilà une phrase à retenir. C'est peut-être le meilleur conseil de tous. Il faut se mettre dans la peau de l'agent qui va traiter la demande. Cette personne voit des centaines de dossiers. Imaginez le vôtre. Il est propre, bien rangé. Les documents importants sont peut-être surlignés. Vous lui facilitez la vie. Et croyez-moi, un dossier facile à lire, c'est un dossier qui part avec un énorme avantage. On arrive maintenant au cœur du sujet. Le point le plus crucial de tout le dossier. La question à $1 million pour le consulat, c'est: est-ce que cette personne va bien rentrer chez elle à la fin de son voyage? Tout le dossier doit répondre à cette unique préoccupation. Et pour les rassurer, il faut des preuves concrètes. Qu'est-ce qui montre qu'on a une vie, des responsabilités dans son pays? Eh bien, un titre de propriété ou un contrat de location. Des biens, comme une voiture, un terrain, une entreprise. Des comptes en banque avec de l'épargne et des investissements. Et le Graal, évidemment, un emploi stable avec un contrat de travail et, très important, l'attestation de congé qui prouve que l'employeur vous attend à votre retour. Ok, donc là, on a la base. Un dossier solide. Mais maintenant, on va placer au niveau supérieur. Les petites astuces, les détails qui ne sont pas forcément écrits dans les guides officiels, mais qui peuvent vraiment faire pencher la balance en votre faveur. Première astuce, le timing. C'est simple, la règle d'or, c'est de s'y prendre à l'avance. On parle de 2 à 3 mois avant le départ. Pourquoi? Parce que ça laisse une marge de manœuvre énorme. Si le consulat demande un papier en plus, pas de panique. Et puis, ça évite le stress de tout faire à la dernière minute, ce qui est souvent source d'erreur.
Et regardez ce graphique, il est super parlant. C'est la deuxième astuce stratégique, choisir sa saison. Déposer sa demande en plein été, quand tout le monde veut partir en vacances, mauvaise idée. Les consulats sont débordés, ils ont des quotas et mécaniquement, c'est plus difficile d'obtenir un visa. Alors que si on vise la basse saison quand c'est plus calme, les chances augmentent considérablement. C'est purement stratégique. Autre point, la lettre de motivation ou la lettre explicative. C'est une occasion en or de parler directement à l'agent consulaire. Il ne faut pas faire un roman, au contraire, oubliez les itinéraires vagues du style « visiter la France ». Soyez précis. Un plan clair, jour par jour si possible. Expliquez le but du voyage. Je vais visiter tel musée, puis voir ma famille à tel endroit. C'est court, c'est net, c'est efficace. Et puis vient le jour G, le rendez-vous. Là non plus, on n'improvise pas. On arrive en avance, c'est la base. Un rendez-vous raté, c'est des semaines de perdu. On a la somme exacte pour les frais, plus un peu de marge au cas où. Et surtout, on a bien relu les dernières instructions sur le site du consulat, car ça peut changer. Et voilà une astuce de notre époque, mais qui vaut de l'or. Les groupes Facebook, Instagram ou autres dédiés aux demandes de visa. C'est une véritable mine d'informations. On y trouve des retours d'expérience tout frais, des conseils sur les derniers changements de procédure. Bref, c'est le meilleur moyen d'apprendre des erreurs des autres pour ne pas les refaire soi-même. Si on devait résumer tout ça en une seule phrase, ce serait celle-ci. Obtenir un visa, ce n'est pas une question de chance, ce n'est pas une loterie. C'est le résultat d'une préparation hyper minutieuse où chaque détail compte et d'une présentation qui au final est tout simplement convaincante. Pour finir, posez-vous cette simple question en regardant votre pile de documents. Est-ce que ce dossier raconte une histoire? Une histoire claire, logique, cohérente? Si la réponse est oui, si l'histoire est convaincante, alors vous avez mis toutes les chances de votre côté. C'est vraiment ça, la clé.